Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast, épisode numéro 12 et aujourd'hui nous entretenons avec Emilio Corbex. Emilio, bonjour. Bonjour à tous. Alors Emilio, pour te présenter en quelques mots, enfin je vais le faire, puis après tu le feras toi encore mieux. On se connaît du vélo, du cyclisme, qu'on a pratiqué tous les deux dans une équipe de Haute-Savoie, enfin la DN Haute-Savoie. Et aujourd'hui, tu te retrouves, donc c'était au moment de nos études, tu te retrouves à être entraîneur, et puis moi je me retrouve à être speaker, etc. Alors Emilio, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené à quitter le monde du cyclisme, parce que tu étais en plus assez doué, évolué en première catégorie, et à devenir entraîneur? Mes études, tout simplement. En fait, quand je suis sorti du lycée, j'ai rapidement voulu faire une licence STAPS parce que c'est ce qui me permettait d'allier le sport d'un côté et les études de l'autre. C'est ce qui était le plus simple pour moi. Et j'ai toujours été passionné en fait par l'entraînement et par la science de manière générale. Sauf qu'un cursus vraiment purement scientifique, ça aurait été difficile à concilier avec on va dire une activité compétitive dans le sport. Et du coup, j'ai fait mes études en STAPS. Et voilà, au bout du compte, on se retrouve parce que le monde du sport est petit. Alors, tu es parti dans ce coaching pour sportifs. Comment tu fonctionnes, Emilio? Et déjà, si tu pouvais te présenter, parce qu'on a parlé du vélo, mais tu coaches quel type d'athlète, quel type de sportif? Est-ce que tu es Euh, resté dans le milieu du cyclisme, comme on a pu voir auparavant avec Émeric Brunet, ou est-ce que tu as un éventail plus large? Moi, je sais que tu viens de Haute-Savoie et que tu pratiques aussi d'autres sports. non, à la base, moi, je suis pas cycliste. Je viens du ski alpinisme. Ça, c'est mon premier sport. C'est Ah, même le sport dans lequel où j'ai le plus couru. Je croyais que tu Et t'en servais de préparation, tu vois. de quoi? Je croyais que tu t'en servais de préparation. Ah non, j'ai beaucoup couru en ski alpinisme. J'ai couru, je dirais peut-être 6 ou 7 saisons en équipe de France de ski alpinisme. Et par la suite, je suis venu au cyclisme sur route, mais c'était pas du tout mon premier sport en fait. Donc c'est sûr qu'au niveau entraînement, là, même en ce moment, j'entraîne plus de skieur alpiniste que de cycliste. Mais tu fais les deux alors. Ouais, je fais les deux. Moi, jusqu'à, je dirais, 15 ans, j'étais en équipe de France de ski alpinisme. Et puis c'est par la suite, en fait, où j'ai basculé sur le cyclisme au moment où j'ai commencé à faire des courses qui étaient plus sérieuses chez les espoirs. Mais ouais, premier sport, ski alpinisme avant d'être cycliste. Donc, on peut dire que tu coaches des gens plutôt dans le domaine de l'endurance. Est-ce que tu as aussi des coureurs, des triathlètes? Oui, j'ai des trailers, j'ai des triathlètes, mais c'est pas du tout la majorité. Disons que moi, vraiment là où j'ai le plus de sportifs, c'est ski alpi et cyclisme. Mais j'aime bien en fait avoir d'autres projets, réfléchir un petit peu à d'autres problématiques que rencontrent les sportifs. Donc, par exemple, j'entraîne toujours quelqu'un qui fait du hike and fly. Donc, tu sais, c'est le fait de, Oula, comme la c'est quoi ça? Red Bull X-Alpes, tu sais, tu pars d'un point A à un point B, tu traverses toutes les Alpes en parapente. Donc, il faut avoir une condition physique de trailer et être un super pilote en parapente. Et tu te fais des journées de 12 heures partagées entre
le vol et la course. Et donc, ça, c'est des projets super intéressants pour un préparateur physique, quoi. Ah oui, là, à ce moment-là, tu n'interviens pas du tout dans la technicité du maniement de la voile, tu interviens dans la préparation physique de l'athlète. Exactement. Et à toutes les D'accord. problématiques qu'il peut rencontrer. Parce que, tu vois, quand tu vas courir pendant 10 heures tous les jours, pendant 10 jours, tu as des problématiques intestinales Ah oui, c'est dur. qui peuvent se rencontrer, la récupération. Il y a beaucoup de choses à optimiser, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah ben, même 10 heures juste 2 jours, c'est déjà Ouais, très dur. exactement, ouais, exactement. Ah oui, c'est intéressant ça comme sport, je ne connaissais pas. Un bon truc de bourrin. Ouais. Euh, pour nous parler de ta formation, tu t'es arrêté à STAPS après, une fois que tu as eu ce diplôme. C'est quoi? C'est Master 2? Alors, moi, en fait, ouais, j'ai fait ma licence STAPS à Chambéry. Ah, c'est Et bien. puis, ouais, j'étais à Chambéry, donc pas loin d'où tu es, j'ai bien compris. Et puis après, je suis monté faire mon Master 1 à l'INSEP, à Paris. Ah, c'est mal. Donc, ouais, l'environnement était, sportivement parlant, était cool, mais ouais, un petit peu différent de Chambéry. Oui, bah faut bien centraliser au bout d'un moment après. Exactement. Donc là, j'ai pu un peu découvrir d'autres sports et d'autres méthodes de travail. Et puis après, j'ai fait un master 2. J'ai fait un échange universitaire avec l'Université de Lausanne. Donc, je suis parti en Suisse. Ah Là, oui, je me suis un peu plus spécialisé dans la physiologie de l'exercice et surtout de l'altitude avec Grégoire Millet, d'accord, hein, c'est qui est à intéressant ça. l'Université de Lausanne. Et puis après, j'ai enchaîné sur un master en biologie à Lyon. Donc, Donc, tu as un double diplôme en fait. ouais, j'ai un master SAP, c'est un master de bio. Hmm. Et ça m'avait été proposé aussi à la fin de mes études. C'est quoi? C'est 1 an de plus que tu as dû faire? Ouais, j'ai fait une année de plus. Ok, J'ai ouais. dû, j'ai dû valider juste quelques petits modules pour dire d'être opérationnel en bio, parce que même si on fait un peu enfin, quand même pas mal de biologie ou de physiologie en STAPS, sur certains trucs, voilà, il y a un petit déséquilibre entre la formation STAPS et une formation purement bio euh, euh, dans une université comme celle de Lyon, quoi. Mais ouais, c'est ça, double diplôme. Ok, mais pour coacher légalement, entre guillemets, tu avais besoin juste du premier, quoi, de la licence TAP, c'est ça? Ouais, ouais. Mais en fait, à Lausanne, on avait pas mal de cours qui étaient vraiment en laboratoire. Voilà, on a eu une petite introduction à la culture cellulaire ou à ce qu'on appelle des immunostaining ou Au voilà. dopage. On Ouais, non, 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 mais des choses qui sont un petit peu plus, ouais, qui sont vraiment dans un laboratoire et pas forcément dans un laboratoire de physiologie de l'exercice. Puis ça m'a plu et je me suis dit, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, quoi. Ok, donc on va dire que tu as ajouté un peu de la spécialité, quoi. Ouais, on Hmm. peut dire ça. Ok, ok. Et pourquoi tu es devenu coach, Emilio, toi qui étais justement athlète plus ou moins de haut niveau, hein, quand même, on peut le dire, tu avais des ambitions, même en vélo, tu avais quand même quelques ambitions avec. Moi, j'étais resté sur une participation au Tour du Val d'Aoste, qui est quand même révélateur pour les espoirs en général. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, en fait, j'ai bien envie de mettre un pied de l'autre côté de la barrière, d'entraîner des gens, parce que même si ça t'intéressait pour toi, c'est quand même différent de passer sur un cobaye, quoi, entre guillemets. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir accompagner un sportif de A à Z dans sa progression ou dans la réalisation de ses objectifs. Et puis, je crois que moi, j'ai toujours aimé établir un peu un plan, regarder la stratégie pour essayer de regarder comment optimiser chaque paramètre. Et en faire mon métier, en fait, c'était super parce que là, quand je suis avec mes sportifs et que je réfléchis aux contraintes de la compétition, aux qualités physiques de l'athlète, essayer de regarder comment on peut tirer les plus grands bénéfices ou les plus grands bénéfices de l'athlète, je trouve ça super intéressant. Et d'établir ce plan avec lui, c'est vraiment un chouette projet. Ah, tu mets un petit peu, tu mets pas mal d'affect. Ouais, ouais, je pense que j'ai une très bonne relation en général avec les sportifs que j'entraîne parce que c'est un projet commun en fait. Le projet du sportif, ça devient aussi le projet de l'entraîneur, je pense. Donc, Mhm. C'est un petit peu ce qui est ressorti ouais, avec toutes les interviews précédentes.
Et tu as combien d'athlètes à peu près, Emilio, en suivi en ce moment? Alors moi, du coup, je travaille à mi-temps, enfin à mi-temps. Je travaille 3, 4 jours dans un laboratoire de recherche en biologie. Donc, c'est pas mon activité à plein temps, l'activité d'entraîneur. Donc, j'ai une dizaine de sportifs à peu près. Mhm. Donc voilà, ça me prend 2, 3 jours par semaine. Et puis, j'essaye d'appeler chaque sportif toutes les semaines pour Ah avoir des oui, feedbacks et ça pour c'est avancer. très chronophage, ça. Ouais. Donc Ouais, toi, c'est sûr. tu proposes un entraînement, on va dire, un petit peu premium quand même. Bah, je sais pas si on peut forcément appeler ça premium, mais oui, moi, je pense très important déjà que le fait que je sois à Londres, que je sois pas sur place et que je puisse pas voir les sportifs sur les compétitions, je pense que Oui. c'est vraiment important d'avoir un feedback par téléphone toutes les semaines. Après, bon, il y a certaines semaines, si la personne elle est en coupure, il n'y a pas forcément d'intérêt de Oui, si c'est des semaines taper, banales. ouais, salut, tu fais du gras, tout se passe bien, tu fais la fête. Bon, voilà, ça, j'ai pas besoin de l'entendre. Mais ouais, en période compétitive, j'essaye vraiment d'avoir un coup de téléphone par semaine. D'accord. Ouais. Et du coup, l'emploi du temps est un petit peu serré, hein, vu que tu cumules, on va dire, les deux. Le laboratoire, c'est quoi? C'est pour te perfectionner ou c'est un métier qui n'a pas grand-chose à voir? Alors, je peux dire que ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est quand même en lien. Enfin, c'est quand même en lien. Disons que scientifiquement parlant, il y a des choses moi, qui me permettent après de mieux comprendre comment les sportifs y réagissent. Euh, Nous, on travaille sur une maladie qui s'appelle la FSHD, donc c'est la pour fascio-scapulo-huméral dystrophie en anglais. Donc, c'est une maladie génétique et on fait ce qu'on appelle de la thérapie génique. On essaye de modifier l'expression de certains gènes chez les souris pour éviter cette maladie. D'accord. Ah, tiens, bah, on quitte un petit peu le monde de l'entraînement 2 secondes, mais j'ai vu justement que les vaccins, la ARNM, Mhm, bon, alors c'est bien, c'est mal, enfin, c'est pas le sujet, mais ça a donné des idées à des chercheurs pour résoudre quelques problèmes sur la sclérose en plaques. Donc, apparemment, ça a permis une petite avancée là-dessus. Alors, mhm. j'ai vu passer, mais j'ai pas non plus lu en détail. C'est quelque chose que tu utilises aussi au laboratoire? Alors oui, nous, on utilise aussi l'ARN messager pour essayer de modifier l'expression de certains gènes, parce que en fait, certaines protéines peuvent être ce qu'on appelle des facteurs de transcription, c'est-à-dire qu'elles vont modifier l'expression d'un gène, donc ça peut être augmenté ou réprimer son expression. Et oui, c'est super intéressant. Après, c'est difficile à mettre en place et typiquement, je ne sais pas si on peut parler de dopage génétique, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, quoi. C'est des choses qui sont faites chez la souris. Après, ça se fait chez l'homme, mais c'est technique et pas évident. Putain, pourquoi vous prenez toujours la souris? Bonne question. Je pense parce que ça prend pas beaucoup de place. Ah, c'est sûr, tu prends un labrador. Non, et puis ça prend pas beaucoup de place. Et puis c'est aussi que ça se reproduit vite. Hmm. Donc tu peux avoir beaucoup d'animaux en peu de temps. Et ben, en fait, je te parlais de ce labo justement bah, pour montrer à tout le monde que c'était quand même un vrai travail qui te prenait du temps en plus du coaching. Du coup, comment tu choisis de coacher quelqu'un? Parce que j'imagine que tu n'as pas des créneaux extensibles. Par exemple, si demain, tu as 2 fois plus de demandes, tu ne vas pas pouvoir y répondre. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre tel ou tel athlète? Bah moi, c'est surtout le projet. Euh, c'est le projet voilà, qui va me dire est-ce que j'ai envie de m'investir là-dedans ou pas. Et puis, en général, les sportifs que c'est des amis de personnes que j'entraîne. Donc, en général, mon sportif va être le garant de la personnalité du Hmm. nouvel arrivant, on va dire. Donc, j'ai un Ah, peu un filtre. c'est un bouche à oreille Ouais, exactement. de proche. Ouais. Exactement. D'accord. Eh ben, on va rentrer dans l'entraînement à proprement parler. Emilio, est-ce que toi, tu es sur Nolio? Est-ce que tu gères les entraînements avec la plateforme Nolio ou tu as des trucs perso ou une autre plateforme? Alors, moi, j'utilise la plateforme TrainingPeaks Oui, parce bah que comme Loïc Ruffo qui était dans le podcast numéro 4. ouais. Euh, mais j'utilise TrainingPeaks plus parce que, en fait, quand j'ai commencé à suivre des athlètes, Nolio n'existait pas. Ah oui. Et bon, j'avais été un peu consulté
par François. Moi, c'était pas Alexandre, c'était François au moment de la création de Nolio pour avoir des feedbacks d'entraîneurs. Et c'est vrai que je trouve vraiment qu'ils ont fait un super outil. Et honnêtement, si je passe pas sur Nolio aujourd'hui, c'est plus parce que c'est compliqué de passer beaucoup d'athlètes sur notre plateforme. Mais ouais, pour l'instant, moi, c'est encore Training Peaks. Mais ça ne serait tardé, peut-être, pour Nolio. Je vais regarder Ouais, ça. bah c'est vieux, hein, Training Peaks. Ça a été créé en quelle année, tu sais, non? Ah, je sais pas du tout, mais ouais, c'est Ouais, pas récent. je vais regarder en même temps sur Google, parce que c'est vrai que moi aussi, j'en ai un petit peu toujours entendu parler de ce truc. Alors justement, sur Training Peaks, comment tu regardes un petit peu ce que tu donnes à l'athlète et ce qui va te mettre comme retour quoi, sur les séances un petit peu, parce que toi, tu dis que voilà, tu les appelles chaque semaine, mais est-ce qu'avant de les appeler, tu regardes un petit peu ce qu'il a fait sur la plateforme par rapport à ce que tu Mm. avais prévu, quoi? Comment Ouais, tu ouais, ouais. fonctionnes? Bah, moi, en fait, quand j'appelle le sportif, je vais toujours avoir Training Peaks sous les yeux. Donc, avant de l'appeler, je vais regarder ce qui a été fait, je prends quelques notes et puis on regarde en général, on débriefe les séances qui ont été faites ensemble et puis on regarde ce qui a planifié dans les jours suivants pour essayer d'être le plus cohérent possible par rapport à l'objectif qu'on cherche à réaliser, quoi. Alors, tu lui envoies à peu près combien de temps d'entraînement, par exemple, à ton sportif? Toi, tu es plutôt sur la semaine, plutôt sur un bloc, bon, traditionnellement, on va dire que c'est à peu près 3 semaines. Ça dépend. Ça dépend, hein. Ça dépend. Alors, pour ceux qui, typiquement, si tu entraînes un sportif de haut niveau qui a du temps pour s'entraîner, qui connaît son emploi du temps à l'avance, etc., bah, je trouve que c'est mieux de planifier sur plusieurs semaines parce que tu as une trame qui est plus logique. Mais après, moi, parfois, bah, là, typiquement, j'entraîne une traileuse qui est dans le milieu hospitalier, qui est anesthésiste et qui peut des Ah, fois avoir 24 heures de garde au milieu de la semaine, eh après oui. une autre garde. Donc là, c'est sûr que tu dois adapter toutes les semaines assez, assez rapidement parce que sinon, c'est pas jouable pour elle. Tu peux pas lui mettre une séance d'endurance de 3 heures quand elle sort de 24 heures de garde. Tu vois, sinon, ça pourrait pas le faire. Oui, Donc, comment on fait? Parce que 24 heures de garde, du coup, la personne, même si peut-être qu'à un moment donné, elle pourra se reposer ou non, ça dépend. On va dire qu'elle va avoir un manque de sommeil, donc tu vas faire quoi? Tu vas placer la bah, c'est qualité sûr. avant et le volume après, non? Comment Bah, tu... typiquement, le lendemain, en général, bah, je vais lui demander de faire du sport, mais d'être relativement prudente parce que c'est sûr qu'avec un manque de sommeil et puis de la fatigue accumulée, les blessures, le risque de blessure augmente aussi. Donc, ça, c'est beaucoup de trucs à prendre en considération. Ouais, en vélo, ça peut être un freinage tardif, en trail, ça peut être une racine qu'on Exactement. anticipe moins bien. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que le coup de téléphone, il est important, tu vois. Mhm. C'est vrai que la personne, après, elle te dit, elle se connaît bien aussi, donc elle va te dire, c'est bon, je me sens bien, j'ai vraiment bien dormi, j'ai bien récupéré, la garde était pas difficile. Ah oui, parce qu'il y a Et garde et garde. non, non, bah disons que là, tu peux avoir des gardes, des nuits de garde, je pense qu'ils se passent très très bien. Il y en a d'autres où bah, c'est un peu sport et pour le coup, bah, tu es super demandé. Donc tu sors pas dans le même état de ta garde et bah, derrière, c'est pas t'as pas les mêmes conditions pour t'entraîner derrière, tu vois. Mhm. Ah ouais, mais c'est un petit peu pareil avec les pompiers sur Clermont-Ferrand. Tu as un très bon athlète en trail, c'est Romain Maillard qui est en équipe de France. Voilà, c'est quelqu'un, il va venir à la Saint-Élion pour jouer la victoire, etc. Des choses comme ça. Au Templier, pareil, il va jouer un podium. Et Romain, bah, des fois, sa garde chez les pompiers elle se passe très mal et ça lui est arrivé du coup de devoir annuler une compétition le Hmm. week-end. Et puis d'autres temps, bah, c'est vrai qu'il est plus tranquille. Donc ouais, c'est pas facile aussi, ouais, parce que du coup, toi, en fait, tu prévois l'entraînement par rapport à une garde qui finalement peut empirer ou améliorer la situation. Bah souvent, c'est ça que j'aime bien aussi avec Training Peaks, c'est que je mets des options. Je mets plusieurs options Ah, d'entraînement et la personne, elle va choisir ce qui lui convient le mieux. ah ouais, mais ça te demande plus de boulot. Tu fais 2 plans au lieu d'un. Ouais, ça demande un petit peu plus de boulot, mais au moins, tu sais que la personne, elle a moins de chances de faire des bêtises dans son entraînement, quoi. Si tu laisses une Euh, option en fonction même de la météo, ça peut arriver, hein. Si vraiment, typiquement en vélo, les personnes là, les premières KT qui roulent déjà comme des fous en janvier, février, bon, bah,
si la route est gelée, c'est bien de mettre une deuxième option pour aller faire du ski de fond à la place de te retrouver en fin de journée avec une clavicule, quoi. Donc, Ah, ça, c'est vicieux, ça. mm, mm. Tu utilises quoi d'autre après sur Training Peaks pour analyser un peu les séances, voir comment tes athlètes ont réussi ou non? Alors, moi, j'aime bien quand même les mesures objectives, dans le sens où la puissance, c'est quand même la puissance ou la vitesse en course à pied, si on a un terrain propice à regarder la vitesse. C'est ce qui va être les facteurs de performance les plus importants pour moi. Mais derrière, si tu veux parler de charge d'entraînement, moi, je suis pas forcément super fan du TSS, par exemple, sur Training Peaks, ou même des autres Ouais. méthodes de calcul de charge d'entraînement. Tout simplement parce qu'en fonction de la séance que tu donnes, le stress, il va être calculé d'une manière objective par ta méthode de calcul. Mais derrière, il va jamais être ressenti de la même manière par la personne. Je veux dire par là, quelqu'un qui a jamais fait de préparation physique, tu lui fais faire une toute petite séance qui est pas forcément très difficile, avec quelques fentes, quelques squats, et derrière, il va être courbaturé pendant 72 heures. Et quelqu'un qui a vraiment l'habitude, pour le Oui. coup, elle va passer comme une lettre à la poste. Sauf que si tu regardes le TSS sur Training Peaks, il va être le même, tu vois. Donc, Ah oui, je vois ce que tu veux dire. c'est pour ça que pour moi, en fait, le truc, c'est que quand tu échanges régulièrement avec tes sportifs et que tu peux les avoir au téléphone, eh ben, tu as tout de suite un feedback des sensations du sportif et c'est ça qui te permet de te rendre compte, en fait, de comment est-ce qu'il a vécu la charge d'entraînement et de quel a été le stress qu'il a perçu à la suite de l'entraînement, tu vois. Ouais. Ah, ça m'arrive beaucoup hein, dans les entraînements trail. En fait, à un moment donné, tu es obligé de passer par des phases de musculation. Et à chaque fois que tu me remets un exercice de squat ou de fente, bon, bah là, ça manque pas. Hein. Après, pendant 3 jours, je boite. Mm, Et pourtant, tu as beau le faire lourd, pas lourd, c'est toujours pareil. Et pareil, tu as les séances de navette, tu vois, d'aller-retour en côte qui sont idéales parce que du coup, tu casses de la fibre sans arrêt pendant la séance. Et là, bah, tu as beau faire tout ce que tu veux, la première séance de navette de l'année qui fait 2000 D+, elle te fusille. Tandis ouais, qu'un mois après, elle te fait rigoler. Quoi. ouais. Et pourtant, si tu prends le TSS ou d'autres méthodes de calcul de charge d'entraînement, le score va être le même. À Euh, part, à part avec une méthode qui s'appelle la méthode de Foster, qui est la multiplication du temps en minutes par la perception de l'exercice, donc ce qu'on appelle le RPE, où là, ça prend déjà en compte un peu c'est un peu plus subjectif, mais ça prend en considération les sensations de l'athlète. Ça, je trouve ça déjà un petit peu plus cohérent par rapport à la réalité. Ouais, et puis alors, enfin, je ne sais pas comment il a fait son modèle, mais le temps, tu vois, par exemple, si je fais 2 heures de ski de fond par -10 et si je fais 2 heures de vélo par 25 degrés, il y a un petit soleil et je suis au bord du lac, Exactement. Ouais. tu C'est vois, toute la limite. mon RPE, il va être quand même bien influencé. Ouais, c'est toute la limite du truc. Mais pour le coup, tu vois, encore une fois, alors moi, c'est sûr que j'ai plutôt la casquette de un peu scientifique, entre guillemets, du sport. Mais quand tu appelles un sportif et que tu lui demandes ses sensations, en fait, les sensations, ça va être quoi? Ça va être un feedback qui comprend énormément de paramètres, dans le sens où le cerveau, lui, il va avoir des feedbacks de glycémie, il va avoir des feedbacks des réserves énergétiques qu'on a, que ce soit le glycogène musculaire, le glycogène hépatique. Il va avoir un feedback de température centrale, il va avoir un feedback sur la lactatémie. Et tout ça, en fait, c'est un traitement d'information qui va te donner la sensation derrière. Donc, quand tu appelles le sportif et que tu lui dis comment tu t'es senti aujourd'hui, en fait, il y a une prise d'information qui prend vraiment tout, l'environnement et la séance, qui fait que pour moi, c'est la meilleure méthode, en fait, plus que la variabilité de la fréquence cardiaque ou tous les autres mesures que tu peux avoir. Hmm. Au final, tu reviens au terrain. Quoi. Je ne sais pas si on peut vraiment dire au terrain, parce qu'en fait, ouais, on peut dire ça. Moi, je peux juste te dire que je pense que les sensations de manière globale du sportif, c'est elles qui sont les plus justes par rapport à ce qui se passe normalement. Hmm. T'en as pas des fois qui sont un peu chochottes quand même. Ah, ça peut arriver, mais du coup, tu dois déplacer ton curseur un peu. Voilà. Ou à l'inverse, tu sais, des gens qui te disent tout le temps que ça se passe bien. Ouais,
ça peut arriver. Mais là, après, c'est là où si tu as la personne au téléphone régulièrement, tu connais un peu sa personnalité et puis après, tu commences à adapter, à adapter ton truc en fonction de lui. Hmm. Tu nous as parlé un petit peu là, à demi-mot de la puissance, Emilio. La puissance, le capteur de puissance, tu l'utilises en vélo, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. J'utilise en vélo. Après, en ski alpinisme, là, ça fait quelques années qu'on travaille sur un Ah oui, modèle pour calculer la puissance sur montée sèche, donc vraiment ouais, quand la piste est damée, etc. eh Et c'est oui. vrai que en fait, c'est la mesure la plus objective qu'on puisse avoir sur la performance. Donc, c'est sûr que ça, c'est un super outil pour le coup. Il n'y a pas de, il y a pas photo. Quand tu peux avoir un résultat de puissance en vélo et que tu vois que les watts sont hauts, c'est que ça marche bien. Tu peux pas Mhm. tricher. À part si le capteur est mal calibré, mais ça, après, c'est une autre histoire. Et tu peux nous parler un petit peu de cette méthode-là pour calculer les watts en ski alpi? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant mon mémoire de master et on travaille dessus encore. Donc voilà, ça avance petit à petit, mais ça marche plutôt bien pour quantifier la performance quand même. Donc après, il y a toujours des petites choses qui sont difficiles à prendre en considération. Tu vois, typiquement la neige, l'état de la neige, l'altitude, parce qu'en fonction de la course, en ski Eh, alpi, tu peux vite avoir une course qui démarre à 2000 mètres d'altitude, tu vois. Euh, ouais. tu vas avoir un impact là qui est un peu difficile à prendre en considération. Donc, voilà. Est-ce que tu ou vous êtes inspiré du capteur qui existe en course à pied, là, le Ouais, Stride? le stride. Alors non, ça marche différemment, mais Ouais, c'est Stride. oui, je crois que c'est strike ou Stride, stride. ouais, Ouais, je Stride. ne m'appelle plus. Mais bon, alors après, ça, j'ai une personne que j'entraîne qui en possède un. Les En course à résultats, pied? ouais, en course à pied. Moi, les quelques fois où il a fait des séances spécifiques avec, j'avais un feedback qui était plutôt positif, mais je suppose que quand le terrain, la topographie change beaucoup, je suis pas sûr que ça soit aussi pertinent qu'un SRM sur le vélo, par Hum, exemple. hum. Ouais, apparemment, ça s'est beaucoup amélioré, mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, tu pouvais uniquement l'utiliser sur une piste cyclable. Ouais, Ça reste encore très, très perfectible, hein. En trail, pour l'instant, ça veut rien dire, mais ouais. bon, ça bosse aussi de ce côté-là. Puis c'est vrai qu'en course à pied, bah, sur le plat, ça ne sert pas à grand-chose parce que, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu travailles avec la vitesse sur le Mm, mm. plat, oui. Bah oui. Mais bon, après, Rome, c'est pas fait en un jour, tu vois. Il y a Mhm. les capteurs de puissance, je suppose que alors j'ai pas connu ça parce que je suis trop jeune, mais les premiers, je suis pas sûr qu'ils avaient ni la répétabilité, ni la justesse de la mesure qu'ils ont maintenant. Donc, c'est un premier produit, mais je pense que dans quelques années, on aura probablement quelque chose qui sera fiable, quel que soit le terrain. J'espère. On verra. Ouais, bah, c'est Émeric Brunet qui nous a dit dans le podcast d'avant, là, le 11e, que le capteur de puissance avait été initié par Greg LeMond. Donc, tu vois, c'est quoi? C'est Ah ouais. 89. Mhm. Ah, Bon, donc on a du évidemment, recul, hein. évidemment, à l'époque, il n'y avait que lui, hein. Ouais. Ouais. Puis bon, nous, je sais pas, les SRM 2005, 2006, 2007, c'était à peine. C'était encore un espèce de bijou réservé à certains professionnels. Mhm. Donc, ouais, c'est fou, c'est long. Ouais. Parmi les autres petits joujoux technologiques, est-ce que tu utilises le cardio-fréquence-mètre? Alors, déjà, peut-être à l'entraînement pour le coupler un peu à la puissance Mhm. ou quand il n'y a pas de puissance, comme pour tes athlètes en course à pied, voire même jusqu'à aller à une utilisation pour voir un peu le HRV, la Alors, variabilité cardiaque. alors le cardio-fréquence-mètre, moi, je demande aux sportifs de le mettre le plus souvent possible. Après, Mhm. c'est vrai que bon, des fois, la ceinture, ça irrite un petit peu la peau. Puis il y a des séances où c'est pas forcément nécessaire. Typiquement, une Non, séance ça marche pas d'endurance. des fois. Ouais, c'est pas Ça me forcément. saoule, moi, à chaque fois. Moi, c'est pas forcément la mesure la plus pertinente. Je vais la regarder comme une donnée parmi tant d'autres. Je vais plus la regarder pour voir que l'entraînement soit bien polarisé, que la personne, elle Mhm. s'entraîne pas 3 heures à I3, tu vois. Mais, Oui, qui est très mais fatigant, ça. voilà. Mais c'est pas.
c'est pas quelque chose que je vais utiliser pour quantifier, entre guillemets, une performance. Juste regarder potentiellement un peu l'état de fraîcheur. Hmm. Mais après, la variabilité de la fréquence cardiaque, j'ai eu mesuré régulièrement des athlètes il y a quelques années. Mais honnêtement, je trouvais que c'était quand même chronophage par rapport à la pertinence des résultats que j'avais, en fait. Ouais, Je c'était trouve, beaucoup de travail pour aller chercher un petit pourcent qui t'intéressait pas forcément. et encore, le problème, c'est que ce pourcent, si tu l'interprètes pas comme il faut, enfin, si tu n'interprètes pas les données comme il faut, ça peut porter à confusion et t'amener à faire des choix qui sont pas les bons. Typiquement, nous, avec l'équipe de France de ski alpinisme, on avait un sportif qui avait toujours des résultats qui étaient assez catastrophiques en termes de VFC. Et je me rappelle d'une fois où voilà, on avait tout standardisé, la respiration, la prise de mesure était vraiment nickel. Et il avait vraiment des résultats qui prévisageaient une très mauvaise performance. Et le lendemain, en Coupe du Monde, il avait fait 6e ou 7e, ce qui était un très bon résultat pour lui. Bon, après voilà, tu reprends du recul avec l'outil. Et encore une fois, les sensations, elles priment avant toutes ces mesures. Ouais, il y a un peu la révolte intérieure qui se fait. Tu as l'outil technologique qui te dit ah, t'es fatigué. Et puis l'athlète tape du poing sur la table, bah tiens, tu vas voir. Et derrière, paf, la Alors performance nous, arrive. typiquement, on lui avait pas dit, hein, la veille de la Ah, ok, course, ouais, ouais. on n'allait pas lui dire qu'il Ah avait oui. un résultat. Non, bah ça, tu vois, typiquement, c'est ce qui me fait un peu peur avec la VFC pour le coup, c'est que si tu le dis aux sportifs, là, tu peux psychologiquement parlant le mettre dans une prédisposition qui est super mauvaise avant la course, ou alors Ah bah super ouais. bonne alors qu'il a des mauvaises sensations. Donc non, je pense que c'est intéressant si vraiment tu cherches dans le détail avec des sportifs de très haut niveau, mais j'aurais tendance à vraiment faire des mesures sur plusieurs mois et les mettre en corrélation avec d'autres trucs pour vraiment commencer à l'utiliser et à changer mes décisions par Hmm. rapport à ça. Ouais, compliqué quand même. Ouais, Et un petit truc là qui est sorti récemment, enfin pour les sportifs, c'est le capteur de glycémie propulsé ouais, par la marque Super Sapien. ouais. Est-ce que ça, tu l'as eu, toi, entre tes mains pour jouer un peu avec ou quelques athlètes? Non, je l'ai jamais utilisé. Après, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Mais non, je t'avoue que j'ai eu quelques feedbacks d'entraîneurs qui l'utilisent, Ouais. mais, je connais pas plus que ça. Ok, ouais, je vais en avoir un, moi, là, dans 2 jours, D'accord. pour jouer un peu avec. Je vais essayer de faire une grosse hypo. Ouais, tu peux voir. Après, moi, le seul truc qui m'inquiète un petit peu avec ça, c'est après, on a tellement de données qu'on ne sait Hmm. pas trop quoi en faire, quoi. Donc, je suis pas du tout contre le fait d'avoir beaucoup de données, hein. Je trouve ça plutôt cool. Mais, euh, mais c'est juste que là, tu vois, on parle de variabilité de la fréquence cardiaque. Après, tu as la glycémie. Tu as aussi des lecteurs de corps cétonique, hein. Ça existe aussi. Ah bon? Tu peux. Ouais, C'est ouais, quoi? ouais. Les corps cétoniques? Non, mais le, Euh, le lecteur de corps. Ah, mais c'est euh, la bandelette ouais, c'est une qui bandelette. urine dessus. Ouais, ouais. Ah oui, Alors, oui. Ah, mais c'est normalement, vieux, ça. c'est pas forcément avec de l'urine. Tu peux le faire Ah bon. une gouttelette de sang, mais comme un lecteur de glycémie. Après, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à traiter comme information et ouais, je pense que des fois, trop d'informations tue l'information, on va dire. Hmm. Ouais, après, il faudrait un truc un peu centralisé où tu envoies toutes les données, tu sais, un espèce d'ordinateur. Et en fait, il te prévient qu'en cas de problème, tu vois, en cas Ouais, d'une pourquoi grosse pas, variation. pourquoi Par pas. exemple, tu vois, il faudrait que tous les matins, tu te lèves, ta fréquence cardiaque, elle soit prise, puis Ouais, tu sois prévenu s'il y a un +10, quoi. Là, ça veut dire que tu es malade ou un truc comme ça. mhm. Ouais, je suis Mais c'est d'accord. vrai que sinon, bon, de voir que tel matin, tu étais à 48, puis l'autre matin à 47. Oui, puis il n'y a pas forcément de pertinence derrière. Ça peut être dû à des facteurs qui sont autres que la fatigue due au sport. Typiquement, la personne qui a un problème avec sa copine ou son copain, ou qui est stressé parce qu'il a un examen, ou parce qu'il sort d'une garde, ou parce qu'il y a la compétition qui arrive et tu as une augmentation de la fréquence cardiaque de repos qui Ah oui. témoigne pas forcément
d'un problème physique ou physiologique, tu vois, mais plus d'un truc psychologique. Je regarde, il y a le chat, il joue avec un truc là, pénible, il fait du bruit. Bon, on en a fini avec les petits joujoux alors. Petits joujoux technologiques. Tu nous as parlé de la météo tout à l'heure, de l'adaptation. Alors, c'est vrai que toi, tu es sur des sportifs vraiment outdoor, donc en plus avec les skieurs, donc là, on va se régaler niveau météo. Et puis, les cyclistes, c'est vrai que traditionnellement, bah, il faut s'entraîner l'hiver pour préparer la saison. C'est d'ailleurs ce que disait Emeric dans le podcast d'avant, c'est qu'il faut faire les bases l'hiver sans excès, mais si elles sont bien faites, on fait une bonne saison. Ça, c'est ce qu'il avait observé. Malheureusement, suivant où on habite, bon là en plus, toi tu es à Londres, donc tu peux nous parler de la météo en long, en large et en travers. Suivant où on habite, c'est pas facile. Alors, comment tu fais quand tu fais un plan d'entraînement parce que ton athlète, s'il habite Montpellier, bon, j'imagine que ça ne doit pas être très compliqué. S'il habite Aurillac, c'est peut-être pas pareil. Comment tu prévois les choses? Alors, en général, si j'ai si je fais le plan, je sais pas, la semaine A, je vais regarder quand même la météo chez le sportif pour essayer d'adapter en fonction des conditions. Par contre, je le fais pas pour le ski alpinisme avec les risques d'avalanche, etc. Parce que là, pour moi, c'est le sportif qui prend la décision d'aller là où il veut. Moi, je suis pas sur le terrain, c'est pas mon Ah boulot, tu ouais, vois. puis tu peux pas anticiper là où il Non, va non, non, aller. là, c'est pas Là, c'est possible. le Puis jour J, là. même quand tu fais un plan d'entraînement sur 3 ou 4 semaines ou plus, tu peux pas anticiper la météo non plus. Donc, moi, Ah oui, j'essaye par contre, plus. du coup, est-ce que tu te sens un peu responsable des fois si lui, il choisit, tu sais, vu que tu Bah, lui mets, je sais justement, pas, 2 heures de ski, lui, il choisit d'y justement, aller coûte que coûte. c'est là, en fait, où j'aime bien les avoir au téléphone régulièrement Hum, hum. et avoir le feedback et parler de tout ça, tu vois. Parce que c'est sûr que le sportif qui prépare ce qu'on appelle une course individuelle en ski alpinisme, donc qui requiert des montées, des descentes, qui requiert de s'entraîner en descente dans de la neige qui est parfois difficile, bah lui, il va peut-être se Qui sentir croûte. coupable. Ouais, exactement. Il va peut-être se sentir coupable de pas aller en montagne alors que le risque d'avalanche, il est super important. Et là, pour le coup, ben non, tu remontes les pistes 4 fois s'il le faut, tu fais tes heures, mais, euh, mais tu vas pas t'aventurer n'importe où. Hum. Mais ça, c'est des trucs où moi, je discute avec le sportif et j'essaie vraiment de lui inculquer ça, quoi. Voilà. Et tiens, c'est marrant, c'est une question, j'aurais pu la poser aussi à Emeric, là, en vélo. C'est un problème aussi parce que quand tu fais des compétitions en vélo, tu vas être amené à prendre des risques dans les descentes, parfois dans des Mhm. descentes mouillées. Du Ouais, coup, toi, peut-être à un moment donné, tu vas être obligé d'envoyer le sportif un peu au casse-pipe à l'entraînement. ouais, Enfin, tout en à fait. essayant, bien sûr, qu'il n'y ait pas de casse. Mais... Ouais, non, tout à fait. Ça, pour le coup, je pense que ça peut être un peu contre-productif de toujours aller rouler quand il fait beau, parce que c'est vrai que ben, le jour Hey. où il y a une descente qui est humide, tu n'es pas du tout à l'aise avec ton vélo, tu connais pas forcément comment réagissent tes pneumatiques sur sol mouillé. Et, et oui, c'est contre-productif. Donc, il faut trouver le bon équilibre pour le coup. Oui, parce que d'un autre côté, si tu y vas tout le temps, tu multiplies le risque. Ouais, Donc forcément, dans l'hiver, tu prends une gamelle, quoi. ouais, c'est Bon, en sûr. plus, le vélo, tu prends peut-être pas autant de risques que lors du ski alpinisme, où là, une avalanche, bon, ça peut être rédhibitoire. Mais bon, Ouais, bon, tu après, peux, en tu peux vélo, foirer une saison, quoi. en vélo, tu peux prendre des risques aussi en descente. Hein, Oui, c'est vrai. quand il pleut, que tu es à l'entraînement, que tu veux quand même un peu essayer de voir les limites de ta pneumatique et Ah, putain. puis que tu as des voitures, que la route est ouverte. Enfin, voilà. Ouais, la limite peut être frappante. Ouais, exactement. Qui dit débat sur la météo dit aussi la petite phase de prépa hivernale. Enfin, hivernale ou pas forcément, parce qu'en fait, vu que tu as des athlètes de ski alpi, eux, ça va être la prépa estivale. Un Mhm. peu la morte saison, la saison où on fait un peu de prépa physique. Comment toi, tu vois les choses, ce mythe un peu de la préparation physique après la Alors, coupure, tu vois. moi, de manière générale, ça prend une part assez importante de la préparation. Même en saison, j'essaye de garder un minimum de préparation physique, parce qu'en fait, si tu fais des gros blocs en début de saison, mais que tu maintiens pas un minimum, tu perds les qualités que tu as acquises au long de ta préparation. Donc, c'est un peu dommage. J'essaie juste de les mixer au maximum en fait avec les séances.
dans le sens où typiquement, que ce soit un cycliste ou un skieur alpiniste, je leur fais souvent faire de la force sur home trainer et j'essaye de mixer de la préparation physique avec ça. Donc, Ouais. typiquement, je fais des séances, je vais dire, bah, tu fais 4 km sur home trainer avec une variation de fréquence de pédalage, avec un petit peu de tempo. Et derrière, tu vas enchaîner 20 overhead lunges, tu sais, les fentes avec un poids au-dessus de la tête. Tu vas enchaîner 20 mountain climbers et tu vas faire, je sais pas, 20 deadlift et puis récup 2 minutes et tu me fais 3 blocs comme ça. Et je trouve ça c'est intéressant parce que ça coupe un petit peu la monotonie et puis les gains de force que tu vas avoir dans ta préparation physique, ils vont toujours être retranscrits sur le vélo et ça je trouve que c'est cool et en général ça passe bien. Parce que typiquement un cycliste ou un skieur alpiniste, tu lui dis que tu as une séance qu'avec des poids où il doit aller en salle de fitness, là, c'est difficile. Il y a une grosse contrainte quoi, derrière. Alors que mixer ça avec du home trainer, ça passe déjà mieux. Ouais, j'ai fait, et j'en ai souvent des entraînements un peu comme ça. Alors, tu passes ton temps à mettre et à enlever tes chaussures de vélo, parce qu'évidemment, tu vas pas faire les squats. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas faire les squats avec les cales, mais ouais, Hmm. c'est pas mal ces séances, parce que tu fais vite 1 heure et demie, 2 heures, puis tu vois pas le temps passer. Ouais, Quand c'est bah, assez bien toi, construit, puis tu ramasses t'as après. tout dit. Si tu vois pas le temps passer alors que tu fais un sport que t'aimes pas trop, c'est-à-dire soulever des poids en général, c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'il y a une faible contrainte sur le sportif et c'est quand même positif. Si tu veux qu'il fasse ça toute la saison, mettre un petit peu un côté ludique au truc, je crois que c'est vraiment important. Justement, dans cette prépa, bon, hivernale, on peut pas forcément dire ça. Est-ce que dans ton cas, qui est particulier et qui du coup est intéressant, tu vas différencier la préparation physique d'un cycliste qui va se dérouler majoritairement l'hiver, d'un skieur alpiniste qui va se dérouler majoritairement l'été? Je vais travailler probablement certaines qualités de manière un petit peu différente, mais il y a une base qui est quand même commune, dans le sens où bah, dans la préparation physique, je vais choisir des exercices qui sont spécifiques au sport, dans le sens où bah, typiquement un cycliste qui est toujours un peu recroquevillé sur son vélo, en général, tu peux avoir des problèmes de dos un petit peu en début de saison, tu t'as mal au Ah oui. dos, tu n'as pas toujours une très bonne posture. Donc, profiter des moments où il est un petit peu plus tranquille, où il n'y a pas de course pour faire quelques exercices de renforcement du dos. Donc, typiquement, travailler un peu le grand dorsal en faisant juste quelques tractions, sans dire qu'ils prennent de masse musculaire, mais ça peut être intéressant. Et au contraire, un skieur alpiniste, bah, moi, j'aime beaucoup l'exercice, genre les box step-up, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais là, tu prends Si, c'est le une- carré en bois, là. ouais, Qui exactement, fait et quoi, tu vas, tu, 50, tu vas 60 monter. centimètres. Ouais, et ça, avec un petit peu de poids, ben, un skieur alpi, quand il est dans un portage, tu sais, quand tu as les skis sur le dos et puis que tu montes Oui, vraiment droit dans la oui, pente, tu montes en ben, ça, courant, c'est enfin un en truc qui, marchant. qui, ouais, qui demande vraiment de la force. Il faut vraiment avoir des fessiers qui sont super costauds. Et si tu le travailles pas spécifiquement, en fait, bah, au premier portage de la saison, le mec, il va rendre les armes, quoi. Donc, Il casse tout. ouais. Donc, c'est plutôt dans les exercices de préparation physique que je vais essayer de, de modifier un petit peu la préparation. Mais le socle, il reste commun, tu vois. Ouais, de l'aérobie. Exactement. Mm. Et souvent, en plus, les skieurs alpins, ils font un petit peu de course à pied, un petit peu de trail quoi, l'été. Il faut les Ouais, retenir un peu, peut-être, parce qu'ils ont vite fait de se seuiller tout l'été, et puis après, l'hiver. ouais, ouais, ouais. Mais après, quelque part, alors moi, j'ai quand même beaucoup de jeunes et je trouve d'avoir, entre guillemets, 6 mois où c'est que de la préparation générale cool. C'est pas forcément bénéfique, si tu veux, qui progresse sur le long terme. Donc, en général, on fait une vraie coupure. On reprend un peu la préparation physique générale, mais fixer un ou deux objectifs dans l'été, que ce soit un kilomètre vertical ou un trail plutôt court, bah, je trouve que c'est bien. Ça permet de passer quelques, quelques marches avant de reprendre la saison hivernale. Mm. Faut jamais s'arrêter de progresser de toute façon, donc même l'été. Oui, puis les compétitions en ski alpi, c'est quoi? Ça va de mi-décembre à quoi, mi-avril, dans le meilleur des cas? Ouais, même un petit peu avant Mm. mi-décembre, mais oui, ouais, c'est à peu près ça. Donc la saison est quand même assez courte Ouais, tu peux pas et rester 7 mois sans faire de gros efforts, quand même. non, non, non. Donc c'est pour ça. Je pense qu'il faut vraiment une bonne coupure à la fin de la saison parce que
c'est important, mais derrière, il faut assez vite se refixer des objectifs l'été et puis travailler dur pour continuer de progresser, parce que sinon, la saison d'après en ski alpi, t'es déjà largué, quoi. Ouais. Puis il y a une usure, je pense, en ski, bon, que ce soit le ski alpi ou d'autres disciplines, parce que tu fais face au froid quand même constamment pendant tes compétitions. Tu Mm. prends le départ avec un petit lycra translucide sur toi, bon, tu t'exposes quand même. Ouais. Non, et puis même les descentes, enfin, musculairement, c'est pas, tu récupères pas super facilement d'une course individuelle ou d'une Pyramenta, par exemple. Ça, Oui, qui est sur plusieurs jours. ouais, tu ressors. Alors, je veux pas dire que tu ressors comme un Tour de France, c'est une fatigue qui est différente, hein, mais, euh, mais c'est sûr que, ouais, il y a une vraie fatigue qui s'installe au cours de la saison. Hmm. Tu es un jeune coach, toi aussi, Emilio, qui a de jeunes athlètes. Comment tu fais pour progresser en tant que coach? Est-ce que voilà, tu continues un peu à te former, entre guillemets, avec ton autre métier Mhm, qui reste dans la curiosité, on va dire, dans la recherche? mhm. Mais sinon, purement en tant que, en parlant purement de coaching, est-ce que tu prends un peu de temps en plus pour, peut-être qu'il y a une formation que tu veux faire dans le futur ou des livres, tout ça? Alors, j'ai pas de formation en vue, là, en tout cas, pour l'instant. Mais ouais, ça m'arrive assez régulièrement quand même de faire un petit point sur la littérature scientifique ou de me remettre dans un bouquin. Mais je pense que le plus important pour progresser, c'est se remettre en question. Alors, je veux pas dire sans cesse, mais assez régulièrement. C'est-à-dire que quand on a un sportif, nous, de toute façon, n'importe quel coach, je pense il arrive avec quelques idées reçues. Et Mhm. petit à petit, il travaille sur ces idées reçues en fonction des expériences qu'il a eues. Donc, moi, je sais que quand j'ai commencé à entraîner, bah, j'étais un peu le petit étudiant STAPS qui allait appliquer les modèles qu'on m'avait dit voilà, qui fonctionnaient, c'est-à-dire le classique 2 séances d'intervalle training par semaine, 2 séances de volume, tu fais varier un peu la charge d'entraînement, etc. Puis en fait, avec l'expérience, tu te remets en question parce que tu te rends compte que bah, il y a des sportifs qui fonctionnent pas comme ça. Il y a des sportifs qui ont besoin de faire beaucoup de volume et ça leur réussit très bien. Et il y en a d'autres qui ont besoin de faire beaucoup plus d'intensif et moins de volume et ça leur réussit très bien. Et du coup, tu te remets en question et tu progresses. Alors, en fait, tu personnalises le diplôme. Bah, je pense qu'entre guillemets, si tu fais des études en STAPS, on te donne les outils pour. Pour la moyenne. Bah, je dirais on te donne les outils pour réfléchir et adapter. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de plan d'entraînement universel. Ça n'existe pas, malheureusement, ou Hmm. heureusement. Ah, et puis après, ça, en fait, je pense que ça vient naturellement avec l'expérience. Tu sais, c'est comme si tu vas voir un maître acupuncteur, bon, quelqu'un qui a de la bouteille, tu vois, qui fait ça bien. Tu lui demandes pourquoi, voilà, pourquoi il va mettre telle aiguille à tel endroit pour soigner ton mal de genou. Mhm. Puis il va te répondre en toute simplicité. Il va te dire, bah, je l'ai fait 10 000 fois et ça a marché 9 500 fois. Voilà. Mhm. Ouais, bah, j'ai pas de grandes connaissances en acupuncture, donc je veux pas, je vais Ah, mais pas. j'avais un kiné en fait qui passait son diplôme. C'était intéressant. Bon, Ah ça ouais, a duré 3 ans, hein. C'est quand même assez. Ah, c'est assez relevé quand même comme discipline, hein, mais il y avait des belles anecdotes. d'accord. Voilà, bah, peut-être tu auras des sportifs qui sont amenés à pratiquer, hein. Pour certains pépins, ça fait de bons résultats. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai dit, Mm. j'ai pas beaucoup de feedback, donc voilà. Ah, ouais, ça se perd un peu, j'ai l'impression, la pratique. Un peu dommage. Ah ouais. C'est un bel art. Est-ce que, bah, du coup, toi, tu n'en avais pas, tu vois, dans tes perfections à toi, mais est-ce que tu aurais des livres à recommander que tu as pu lire, des ouvrages? Tu disais que tu avais été aux côtés de Guillaume Millet. Guillaume ou Grégoire? Les deux existent. Les deux Oui, sont oui, des profs. Ouais. Alors, c'est mais à Grégoire Lausanne. qui est à Ah, c'est Lausanne. Grégoire, ouais, Ouais. c'est Grégoire qui est à Lausanne. Lui qui a écrit surtout des livres sur l'entraînement en altitude, qui sont Ouais, ouais. des chouettes bouquins. Alors, pour ceux que ça intéresse de se servir de l'altitude pour améliorer ses performances, que ce soit dans les sports collectifs ou que ce soit dans les sports d'endurance, bah, c'est sûr que c'est un très bon bouquin. Il y a deux bouquins qu'il a écrit récemment, à ma connaissance. Sinon, Mhm. d'un point de vue
technique plus générale, moi, je recommanderais plutôt l'optimisation et performance, je crois, en cyclisme Ah, de de Fred Fred Grapp. Grapp. Ouais, Oui. ça, c'est un peu le classique Ouais, que je trouve super bien fait parce qu'il y a à la fois des connaissances théoriques, mais à Hmm. la fin, tu vois, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a un chapitre parole de coureur Oui. qui, je trouve qu'il apporte un bon équilibre dans le livre. Donc, ça, c'est pas Hmm. mal du tout. Ouais, bah, il y a mon ami Nicolas Martin qui est à la fois entraîneur et athlète et qui se sert de quelques séances du bouquin de Fred Grapp, là, avec la puissance. Il y a des trucs, c'est quand même vraiment, vraiment costaud. Et du coup, quand tu lis les retours des coureurs, tu comprends que ouais, ça peut ne pas être adapté ou ça peut justement être des Hmm, séances clés. Ça dépend vraiment tout le monde réagit quand même pas ouais. forcément pareil, même si ça marche dans la plupart des cas. Pour l'altitude, est-ce que tu peux. C'est quoi les 2 livres qu'il a fait, Igor? Parce que j'ai fait un stage en altitude l'an dernier, ça s'est super bien passé. Et effectivement, en fait, le but pour moi n'a pas été de développer une qualité à proprement parler à pied, mais vraiment d'augmenter mon La taux masse en d'hématocrite. Donc, hémoglobine. en Ouais. gros, j'ai fait et hémoglobine aussi. Mhm. J'ai fait du dopage naturel, hein, c'était quand Ouais. même le seul but, hein, c'était d'augmenter mon taux sans prendre de l'EPO, et ça marche. Donc, ouais, ça, c'est un bon conseil. Alors, je me rappelle plus le titre du livre Je exactement. vais regarder en même temps. Il y en a deux. On va tricher. Je crois que c'est Entraînement en altitude, le premier qui date un petit peu, entre guillemets, qui a peut-être, je sais pas, 8 9 ans, je dirais. Et il y en a un qui est sorti il y a plus récemment, c'est Entraînement des sports intermittents en altitude, je pense. Ah, s'entraîner en altitude. Voilà, ça doit Voilà. être. S'entraîner en altitude, et c'est sorti. Oula, oui, ça a l'air vieux, là, vu la couverture. C'est sorti, c'est sorti. Ben, où la date? Bon, c'est pas. Bon, il est pas récent, mais honnêtement, c'est un livre qui est encore d'actualité, hein, totalement. Parce que et Ah, 2011. j'avais. Ouais, ouais. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, mais typiquement pour comment planifier un stage en altitude dans sa préparation, c'est, Hmm. c'est, c'est plus que suffisant par rapport aux nouvelles connaissances qu'on a. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose, je pense. Oui, oui, bah, oui. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de faire. La manière que j'ai faite, c'est le plus sûr, mais c'est aussi le plus chronophage. Et on m'avait expliqué d'autres choses aussi. Donc, ouais, un bon bouquin à lire. Ouais. Comment tu dirais qu'a évolué comment tu jugerais de l'évolution du métier de coach sur ces dernières années? Donc, toi, tu es arrivé récemment dans le coaching, mais si tu as écouté les Nolio podcasts d'avant et tu l'as fait, tu as vu il y avait aussi des entraîneurs plus âgés Mhm. qui, eux, par exemple, n'ont pas eu les avantages de la plateforme. Bah, toi, tu utilises TrainingPeaks, mais on peut citer aussi Nolio, ou les avantages d'un capteur de puissance ou de choses comme ça. Donc, comment tu dirais qu'a évolué le métier de coach avec tous les petits outils informatiques, la démocratisation du coaching aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu coaches des athlètes qui sont non professionnels, et ça, avant, bah, ça se voyait très peu. Ouais. Qu'est-ce que c'est un peu ta vision sur le coaching à Bah, il y a travers une, les années? je pense qu'il y a une très forte numérisation. Et puis autant, je pense qu'avant, le coach avait besoin d'être relativement présent sur les séances d'entraînement. Et ça se voit de moins en moins. Enfin, moi, j'entraîne quand même depuis le Royaume-Uni et ça se passe bien parce qu'en fait, on a énormément d'outils aujourd'hui, que ce soit WhatsApp, que ce soit Zoom, que ce soit TrainingPeaks, pour s'échanger des messages super rapidement. Et en fait, quelque part, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si on est à distance, on a une relation qui est peut-être plus proche avec le sportif qu'à l'époque où on n'avait pas tous ces outils, où l'entraîneur il voyait le sportif une fois par semaine. Donc, Mmh. euh, donc c'est sûr que c'est un avantage. Enfin, je pense que c'est un avantage. Après, on verra dans l'avenir comment ça se passe. Je pense que c'est aussi bien de pouvoir être sur le terrain hein, quand même. Hein. Mais ouais, je pense que j'ai écouté le podcast de Patrick Bringer, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et Ouais, qui mixe, lui, terrain et distanciel. ouais, ouais, je trouvais que j'avais une vision qui était relativement proche de la sienne, je pense. Et oui, je voyais qu'il disait qu'il avait commencé avec des fichiers Word et que maintenant, bah voilà, il est passé sur Neolio. Ouais, mais bon, à vrai dire, le fichier Word, je pense qu'il fonctionnait très bien aussi, tu vois. C'est juste que Mais après, c'est un lui, gain de temps, etc. Mais c'est pas pour autant que ça marchait pas bien avant. C'était juste
probablement moins facile à mettre en place. Il était extrêmement réfractaire à la technologie tout de même, puisque le Google Drive, il n'a jamais fait. On lui a montré pourtant. Si tu veux, le dernier Word qu'il m'a envoyé, c'est le 18 mars 2019. Ah ouais. Et après, en fait, il est passé à Nolio pour développer un peu l'application avec Alexandre et François pour la facilité d'utilisation. Mais ouais, dernier Word, 18 mars 2019. Ouais. Après, si tu veux, moi, je serais plutôt critique sur le contenu du Word que sur le Word en lui-même, dans le Tu veux sens que où je l'ouvre? voilà. Non, 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 puis Ah, mais je c'était jugerais, fabuleux. C'était jugerais pas du tout le fabuleux. contenu, mais quelque part, quelqu'un qui a de l'expérience et qui passe du temps sur son fichier Word, qui met un truc qui est super cohérent, bah, je veux dire, moi, je préfère avoir un fichier Word qui prend en considération ma personne plus qu'un truc automatisé sur TrainingPeaks qui est envoyé à 30 sportifs en même temps et qui n'est pas du tout adapté à mon objectif, tu vois. Donc, Ouais, c'est comme tout. Je pense que ce soit Nolio, TrainingPeaks ou autre, c'est des super outils, mais comme n'importe quel outil, il faut qu'il soit bien utilisé pour être performant. oui, d'ailleurs, tu vois, sur Nolio, il faut que je sois un peu plus sérieux parce que je vois que sur le Word, je mettais énormément de plus de commentaires. Alors bon, moi, j'écris des pavés à chaque fois. Sur Nolio, c'est vrai que je ne le fais pas assez, je pense. Là, je vais m'améliorer. Ok, Emilio, on va rigoler un peu là sur la fin du podcast avec les questions un peu marrantes. Alors, si tu as écouté les autres, tu as pu te préparer, mais par fainéantise, tu ne l'as sans doute pas fait. Quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach? Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir fait une énorme Oh, boulette, encore. malheureusement. Mais non, je dirais peut-être que quand j'étais jeune, enfin quand j'étais jeune, je suis pas vieux, mais ça fait déjà pas loin Tu as 28 ouais, ans, hein? ouais, je vais avoir 28. Donc j'ai Mhm. commencé à entraîner, j'étais assez jeune parce que j'ai commencé à entraîner en licence, donc j'avais Mhm. 18 ans, 19 ans. Donc j'ai Ah oui, oui. un petit peu de recul quand même. Mais euh, mais c'est que j'étais très très cartésien à l'époque. Bah, j'avais commencé à mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque et autres. Et Ah je prenais oui. pas souvent en considération tous les aspects psychologiques. Et avec le recul, en fait, même si j'ai un peu augmenté mon bagage scientifique depuis, bah, je prends plus de recul sur la psychologie. Parce que, à vrai dire, bah, on voit un sportif qui fait une compétition et qui est à la maison, en général, ça se passe pas de la même manière, tu vois. Dès que tu as du public, tu peux être un peu en transe. Et c'est la même chose pour beaucoup de choses dans le sport. Donc, ouais, ouvrir un peu son esprit, je pense que ça fait pas de mal. Ouais, bah après, pour t'excuser, entre guillemets, tu sortais d'un cadre scolaire où on t'apprend vraiment des choses extrêmement théoriques dans à peu près toutes les Mhm. matières. Ouais. Ok, et puis à l'inverse, la meilleure, le meilleur moment, tu vois, la fois où tu as été le plus fier peut-être de la performance d'un de tes athlètes. Alors, il y en a eu plusieurs, mais je pense un qui m'a le plus marqué, c'est en 2019. J'étais allé voir la Pyramenta, donc Hiver? probablement ouais, la plus grosse course de ski alpinisme. Oui, oui, le Et mythe. ouais, et j'entraînais deux skieurs sur cette course, et les deux étaient en tête et les deux ont gagné. J'entraînais un senior et puis un junior. Et bon, bah ouais, c'est sûr qu'en tant que coach, quand tu vois passer le peloton de tête et puis qu'il y a une personne que tu entraînes qui couvre la course, bah c'est super plaisant. Quand tout se passe bien comme ça, c'est pas le cas tous les jours, donc faut en profiter. Ah ouais, et puis pour ceux qui ne connaissent pas la Pyramenta ou Pyramente, allez voir sur YouTube des vidéos. Donc, vous tapez Pierra, P-I-E-2-R-A, et Ment, M-E-N-T-A, parce qu'on ne prononce pas le A. Et vous allez voir, il y a vraiment une ambiance un petit peu sommet de col, cyclisme, avec voilà, les spectateurs, avec les cloches, les mecs montent les cloches en ski dans le dos, etc. Donc, ouais, je pense que voir son poulain, enfin ses poulains, Ouais, dans un tel environnement, réussir, ça fait plaisir. ouais, ça c'est sûr. Alors, si tu aurais une petite baguette magique pour exaucer ce rêve, entre guillemets, la personne que tu rêverais de coacher, Emilio?
Euh, je pense que j'aimerais bien coacher un Kylian Jornet, par exemple. Ah, enfin, Ouais. enfin, on me le dit. Alors, je pense que tu pourrais un peu t'arracher les cheveux parce que je pense que c'est pas le genre de personne à suivre un plan d'entraînement à la lettre. Ah, je sais pas. Mais bah pour le connaître un petit peu, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui s'entraîne pas mal au feeling, dans le sens où il fait grand beau, il a envie de courir, il va courir longtemps, même s'il y a une course importante qui arrive. Après, je dis pas du tout que c'est pas préparé, hein, Mhm. mais juste, je le ferai un peu par égoïsme quelque part, parce que je pense que j'apprendrai pas mal de choses sur comment marchent certains individus, certains sportifs de haut niveau. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas forcément toujours le meilleur exemple, dans le sens où là, c'est un peu le biais du survivant, dans le sens où tu prends un sportif comme ça qui fait une quantité d'heures par semaine gigantesque, et toi, après, tu peux, entre guillemets, un peu avoir des croyances en te disant, j'ai vu que ça marchait comme ça sur lui, et derrière, tu appliques la même méthodologie sur 10 autres sportifs, et en fait, les, les 9 autres sportifs seraient cramés s'ils s'entraînaient autant que Kylian s'entraîne, tu vois. Donc, Oui, je pense, mais oui. pour l'expérience, je trouverais quand même très cool, surtout que c'est quelqu'un de super sympa. Donc, je pense qu'il y a moyen de passer du bon temps à entraîner quelqu'un comme Kylian. Ouais, et puis tu peux lui envoyer n'importe quoi. Tu peux faire des Ah ouais, je tests et pense que tout. là, de ce côté-là, j'aurais pas de remords au Là, niveau météo, au niveau c'est pas tes durée de souris, là, l'exercice. hein. Non, 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 là, ça, c'est bien plus costaud, là. Ah, fais gaffe, parce que si tu le pètes, il n'y en a qu'un. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très intelligent. Je sais pas si tu regardes un petit peu, hein, souvent on voit passer dans ses stories, on Ouais, ouais, voit ouais. hein, chez lui, il a un tapis de course, il a des kettlebells, il Ah non, bricole, hein, non, il non, a un non, petit truc d'escalade. non, non, de ce côté-là, j'ai pas de doute Il est que, bah, loin tu sais, d'être con, hein. ah non, 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 si c'est ça que j'ai laissé entendre, pas du tout, hein. Non, mais en fait, souvent, tu sais, la croyance, enfin, plus trop maintenant, parce qu'il fait plus trop de trail, il vient assez rarement sur des gros événements. Bon, ça n'empêche qu'il met une fessée à tout le monde, mais tu vois, c'est pas comme avant, en 2014, 15, etc. Enfin, 10, 11, 12. Tu avais l'impression qu'en fait, Kylian arrivait à la Transvulcania, il avait fait 2 footings dans l'hiver, et puis, bon, voilà, il gagnait une course internationale de 70 km. C'est pas Hmm. vrai. Et Non, 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 non. les gens, ils y croyaient. Ouais. Non, non, c'est quelqu'un qui sait très bien se préparer, qui se connaît très bien. Après, c'est Il juste aime bien qu'il faire des blagues. il sort un peu du cadre, tu vois. Ah oui, un peu. Voilà. Mais, Un peu loin du cadre. Il y ouais. a peu de chances qu'il y revienne. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'il y a certains trucs qui fait qui sont pas forcément ce qu'on préconiserait en temps normal, que ce soit peut-être l'hydratation ou la nutrition pendant des séances de sport. Je suis pas sûr qu'il soit toujours au top, mais ça marche très bien pour lui et c'est comme ça qu'il apprécie son sport aussi, tu vois. Je pense que typiquement, c'est pas le genre de personne qui veut des milliers de données à chaque fois qu'il sort en courir en montagne et ça marche très bien pour lui. Donc, je vois pas pourquoi il s'embêterait à avoir des trackers de partout Ouais, mais tu vois, il a quand même hein, le cardio, la montre GPS. Oui, oui, mais c'est avoir une montre GPS et après passer tous les jours 30 minutes à prendre ta Oui, mesure de VFC, c'est autre chose, tu vois. oui, Donc, bien sûr. Ouais. Emilio, si tu devais coacher ton conjoint, enfin ta conjointe, enfin Marc, tu fais ce que tu veux, est-ce que tu penses que c'est plutôt une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce qu'en fait tu le fais peut-être déjà? alors, je le fais pas. Ça m'arrive de donner des conseils à ma copine, mais aussi à ma famille ou à des proches. Mais entraîner quelqu'un vraiment, c'est-à-dire avec un plan d'entraînement ou quoi, je suis pas vraiment pour, en tout cas de mon expérience, parce que la relation entraîneur-entraîné, est quand même particulière. Et je trouve qu'après, c'est un petit peu difficile, bah, typiquement, d'avoir ton autorité, si on peut parler d'autorité d'entraîneur, sur quelqu'un qui te connaît dans une autre relation Hmm. que l'entraîneur. Donc, et puis moi, c'est un peu comme, je sais pas, si tu veux faire perdre du poids à un de tes deux parents ou que tu veux entraîner un de tes deux parents, tu restes le fils qui faisait des conneries quand tu avais 5 ou 6 ans. Et du coup, en fait, ton discours, il est jamais pris au sérieux comme il devrait l'être en tant que professionnel du sport ou de la nutrition, tu vois. Donc, je pense que Hmm. tu perds en crédibilité, en fait. C'est un peu difficile. Donc,
Non, je serais plutôt pour l'orienter vers un collègue en qui j'ai confiance. Et Ah, bonne idée, ça, ouais. ouais, je, je serais plutôt parti là-dessus. Mm. Alors, tu nous as parlé de tes athlètes qui pratiquent pas mal de sports différents, même si on est majoritairement sur le ski alpe et le cyclisme, mais tu nous as pas dit, voilà, si c'est essentiellement masculin, féminin, mixte. Tu as les deux? Tu... Alors, j'ai les deux. J'ai quand même plus de garçons que de filles, même bien plus de garçons que de filles. Ouais. Mais, euh, mais ouais, j'ai les deux. Mais c'est vrai que je pense que voilà, de par la pratique, il y a quand même moins de filles en ski alpinisme que de garçons. Donc, c'est un petit peu naturel que Mm. j'ai plus de garçons que de filles. Mm. Ben, ça m'a étonné. J'ai animé une course de biathlon là, cet hiver et chez les U15, il y avait un tout petit peu plus de 100 garçons et il y avait 80 filles, tu vois. Donc, Ah ouais. le biathlon réussit quand même une très, 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 très belle parité. Hmm, C'est sans doute dû aux médias, mais je suis probablement, très ouais. étonné. Ouais. Et est-ce que tu trouves des différences avec les athlètes féminins, masculins? Est-ce que tu as une différence dans la programmation, dans le retour des séances? Alors, honnêtement, vu le faible échantillon que j'ai, je voudrais pas tirer de Hmm. conclusion, mais c'est vrai qu'en général, là, de ma petite expérience, j'ai l'impression que les filles en général sont un peu plus méticuleuses Hmm. sur le retour des séances ou même sur la réalisation des séances. Euh, disons que les garçons, ils vont plutôt avoir tendance peut-être à prendre les libertés pour switcher les séances ou raccourcir si la météo est mauvaise ou inversement rallonger si c'est super bien. Alors que les filles, en général, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus studieuses. Mais bon, ça repose sur 3 ou 4 filles que j'ai entraînées, donc je suis pas sûr que ça soit Hmm. forcément la vérité. Il doit sûrement avoir des contre-exemples. Non, mais à un moment donné, il faut être aussi honnête. Tu vas dans une école primaire, tu regardes, ou au collège, sixième, cinquième, tu prends tous les cahiers des garçons, tu prends tous les cahiers des filles. Il y a une très grosse différence. Ouais, après, je suis pas instituteur, donc du coup, Ah, j'ai pas le feedback pour, mais oui, je pense que oui. De toute façon, il y a des mais différences de comportement dans plein de choses. Après, mais j'allais dans le pas trop en sport, cours, donc je prenais non, les mais dans cahiers, le tu sais, sport, j'étais le encore truc, plus c'est que petit. j'ai aussi connu des filles qui se comportaient plutôt comme des garçons et qui étaient moins minutieuses que celles que je connais Hmm. maintenant. Donc, c'est vrai Oui, que oui. faudrait peut-être plus demander à quelqu'un qui a entraîné un groupe vraiment de féminines et puis ensuite un groupe de, me- de, de mecs Hmm. pour voir des différences. Mais je suis pas la personne la mieux placée du coup pour juger de cette différence. Ok, ouais. Bon, ben, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à te donner à ton toi, à ton Emilio du passé pour accélérer sa progression et son développement? Si tu avais un conseil, je sais pas, qui t'aurait servi il y a 5, 6, 7 ans en arrière, Je tu pense que repenses aujourd'hui? un conseil très clair, pas forcément, mais plus des lectures, dans le sens où je pense que j'ai lu pas mal de bouquins de personnes qui n'étaient pas forcément bien placées pour parler de ce qu'ils parlaient. Ah ouais. Bah, ça peut arriver, hein, tu sais, n'importe qui peut écrire un livre et du coup, tu peux ne pas forcément être le spécialiste de quelque chose et donner ton avis, malheureusement. Donc, voilà. Malheureusement, je me souviens même pas des bouquins maintenant que j'ai lus qui étaient pas super, mais j'ai acheté beaucoup, beaucoup de livres. Et maintenant, je me dis qu'il y en a vraiment une petite poignée que j'aurais vraiment dû lire. Abandonné. Ouais, Ah, lire, alors, oui. ouais, du coup, je pense que je me donnerais plutôt des recommandations de lecture en me disant, focalise-toi là-dessus. C'est ça le chemin qui me semble le plus pertinent par rapport à ce que tu veux faire, tu vois. Donc, Mhm. plus des recommandations de lecture qu'un conseil très clair. D'accord. Et, euh, et puis, si tu voudrais voir, voilà, c'est la toute fin, si tu voudrais voir un collègue entraîneur à toi dans le podcast, tu nous recommanderais qui? Euh, bonne question. Bah, j'ai un collègue belge, Benjamin Theys, qui est préparateur physique et physiothérapeute et qui a entraîné dans le cyclisme belge dans ses jeunes années. Et je pense qu'il aura une vision qui sera intéressante aussi. Donc, pourquoi pas? Je vous donnerai ses coordonnées. Ah oui, bah, tu me l'enverras, Emilio, comme Ouais, ça on le contactera, puis on verra ce que ça raconte.
Et bah super, on arrive au bout. Voilà, si tu veux avoir le mot de la fin. Bah, je vous souhaite tous une très bonne journée et voilà. Bah, merci Emilio. On peut te retrouver sur quelle plateforme si ça a suscité un. Sur mon site internet, j'ai un Ouais, site internet qui s'appelle sportadvisor.info. ouais. Donc, vous aurez toutes les informations si vous voulez me poser des questions sur cette plateforme, Et ben on le sur ce mettra dans site. la description. Ouais. Ok, Bah, merci super. Emilio. Bon, et ben, bonne journée, bonne continuation. Ouais, salut. À bientôt. Salut. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.